Bonjour, ce 22e numéro de La philosophie ça sert à rien mais c'est ça qui est bien marquera incontestablement un point de rupture dans l'histoire de cette chaîne. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Yann le Naturo Coach, 100% résilient, 100% bienveillant, 100% inspirant. Dans cette première vidéo naturo-énergétique, je veux te présenter un instrument indispensable sur lequel se fonde toute ma démarche thérapeutique, le dépoustifleur à biglotron. Associé à un jeûne total d'au moins 3 mois et 40 km de course à pied quotidien, eh bien le dépoustifleur à biglotron soigne la plupart des maladies en rééquilibrant ta vibration énergétique. Et c'est pour ça que les médias dominants ne nous en parlent pas. Ils préfèrent nous vendre des médicaments. Bon, bref, vous l'avez compris, je suis d'humeur blagueuse, bien que je sois également, à vrai dire, d'humeur un peu agacée dans cette vidéo. Car cette vidéo va parler indirectement de ces discours ésotériques, pseudo-scientifiques et parfois complotistes qui fleurissent hélas aujourd'hui un peu partout. Pour être plus précis, je souhaite consacrer cette vidéo à deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. La mystique et la science. Deux domaines très différents, mais qui méritent l'un et l'autre toute notre attention. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Consacrer cette vidéo à deux notions aussi différentes que la science et la mystique peut sembler un peu surprenant. Si j'ai souhaité le faire, c'est parce que dans l'époque complexe, voire un peu confuse que nous vivons actuellement, certains bavardeurs publics font énormément de mal à la fois à la science et à la mystique. Au passage, je dédie cette vidéo à ma fille aînée Anna qui travaille justement sur ce type de questions dans le domaine de la psychologie. C'est parti. Après plusieurs siècles dominés par la technique et la science, c'est-à-dire par l'esprit même de notre modernité, il semble aujourd'hui à la fois pertinent et nécessaire de rouvrir notre humanité à une dimension que l'on pourrait qualifier de plus sensible, poétique, voire spirituelle. Malgré les avantages incontestables des progrès techniques, scientifiques et médicaux, nous comprenons confusément depuis environ un siècle que la technique et la science à la fois posent question et ne peuvent pas donner des réponses à toutes les questions. De plus, nous sentons qu'une humanité simplement réduite à un vaste réservoir de ressources humaines scientifiquement et économiquement gérées est un projet qui manque profondément de sens, voire qui constitue la fin même de l'humanité de l'homme. Hélas, cette remise en cause de la toute-puissance de la science et de la technique donne bien souvent lieu aujourd'hui non pas à une réflexion rigoureuse sur l'essence de la technique, mais plutôt à un retour assez effrayant de l'obscurantisme religieux, de l'ésotérisme le plus folklorique et de la pseudo-science généralisée. Ainsi, afin d'éviter de dire n'importe quoi, commençons par définir les termes et commençons par la science. Dans son discours de la méthode, au milieu du XVIIe siècle, le philosophe Descartes vise à établir une méthode inspirée des mathématiques qui nous permette, dit-il, de tout connaître avec exactitude. L'obsession de Descartes est de ne pas commettre d'erreurs pour saisir la vérité des choses. Or, son époque, c'est-à-dire la fin de la Renaissance, a encore tendance à copieusement mélanger la philosophie, la religion, la poésie, les sentiments et les balbutiements de la science. C'est la raison pour laquelle le philosophe Descartes évite autant que possible les cours de philosophie, qu'il voit à son époque comme une matière obscure, voire obscurantiste, dont le propos manque profondément de rigueur méthodologique. Descartes va en revanche s'enthousiasmer pour les cours de mathématiques, qu'il va prendre comme un modèle pour le transposer à la philosophie. Et c'est cette philosophie de Descartes, philosophie cartésienne, qui va ouvrir la porte de la modernité, c'est-à-dire notamment le XVIIIe siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, en opposition à l'obscurantisme qui le précède. Cette démarche va bien sûr se prolonger au XIXe siècle avec l'explosion des progrès de la technique et des progrès scientifiques dans tous les domaines. Et bien sûr au XXe puis au XXIe siècle, puisque nous vivons toujours aujourd'hui dans la modernité, même si nous commençons à en entrevoir à la fois les limites et les problèmes. 1, 2. 1, 2. Ce préambule étant posé, qu'est-ce que la démarche scientifique exactement? Eh bien, dans la continuité de ce que Descartes a initié, il est possible de dire que la démarche scientifique consiste à appliquer à la connaissance une méthode qui se rapproche
de la méthode mathématique. Comme vous le savez, dans les mathématiques, pour que quelque chose soit considéré comme vrai, il faut qu'il ait été démontré de façon logique et incontestable. Bien évidemment, nous avons conscience que l'étude d'un phénomène physique, d'un phénomène biologique ou par exemple de l'efficacité d'un médicament ne peut pas se dérouler exactement comme une démonstration mathématique. Toutefois, la science, comme les mathématiques, utilise une série de règles strictes qui visent à éviter au maximum de se tromper. C'est ce que l'on appelle en science notamment un protocole expérimental, c'est-à-dire une méthode aussi rigoureuse et incontestable que possible qui va viser par exemple à démontrer ou au contraire à infirmer telle ou telle hypothèse. Par exemple, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité d'un médicament, il existe plusieurs protocoles qui permettent de déterminer si un traitement est efficace ou non. Bien souvent, et dans la limite de mes connaissances qui sont nulles en médecine, cela passe par une étude d'un vaste échantillon de patients, par exemple, à qui l'on va donner un traitement et que l'on va comparer à un autre échantillon de patients qui ne reçoivent pas le même traitement, ou qui reçoivent un autre traitement, ou qui reçoivent un placebo. Mais ce n'est pas tout. En science, il faut qu'une expérience puisse être répétée par d'autres scientifiques, à l'identique et avec des résultats similaires. Enfin, et idéalement, il faut que d'autres expériences, avec d'autres méthodes d'investigation rigoureuses, arrivent au même type de résultats. Alors, et alors seulement, on parvient si possible à ce que l'on appelle un consensus scientifique, c'est-à-dire au fait que la plupart, voire la totalité de la communauté scientifique, s'accordent pour dire que telle chose est vraie, en tout cas jusqu'à ce qu'une autre démonstration scientifique et rigoureuse fasse éventuellement changer le consensus. Et nous voici arrivés au point important auquel je voulais vous emmener. Dans le domaine scientifique, l'opinion n'a absolument aucune place. Et cela vaut pour vous, pour moi, mais également pour les plus grands scientifiques, les plus grands médecins, les plus grands chercheurs. L'opinion en science, c'est tout simplement rien, que dalle, nada, c'est juste rien. Votre opinion, mon opinion, l'opinion de n'importe qui, c'est rien. Désolé, je suis un peu énervé. Voilà. Ainsi, pour résumer ce premier point, nous pouvons souligner deux caractéristiques incontournables de la démarche scientifique. Premièrement, la science suppose une méthodologie rationnelle et une démonstration aussi incontestable que possible de ce que l'on avance. Deuxièmement, la science est toujours une affaire collective. Et même s'il peut y avoir dans un laboratoire un chercheur solitaire et génial qui fait une découverte, ses conclusions ne deviendront véritablement scientifiques que si la communauté scientifique peut reproduire son travail et donc le confirmer. Cette brève définition de la démarche scientifique doit nous mener à deux conclusions. Premièrement, un individu seul qui donne son opinion est forcément quelqu'un qui est en dehors du champ scientifique. Par exemple, Didier Raoult, qui donne tout seul son avis sur l'efficacité de la chloroquine, sans avoir confronté ses résultats à d'autres expériences et à la communauté scientifique, ne fait plus de la science ni de la médecine. Toute personne, même extrêmement compétente, qui prétend incarner à lui tout seul la science, est forcément un charlatan. La seconde chose que je voudrais souligner ici, et qui va nous permettre une transition vers notre autre sujet, celui de la mystique, c'est qu'il n'existe pas de demi-science. Il y a des choses qui sont scientifiques et d'autres qui ne sont pas scientifiques. Ce que je veux dire ici, c'est que le terme, par exemple, de médecine alternative est très problématique. Aussi problématique que si l'on se mettait à parler de sciences alternatives ou de mathématiques alternatives, c'est-à-dire une science qui pourrait se passer de preuves ou des démonstrations mathématiques qui seraient fondées sur une opinion personnelle ou des impressions subjectives. Même si le métier de médecin suppose évidemment de l'humanité, de la sensibilité et pas seulement des connaissances scientifiques, il n'est pas possible d'être médecin sans avoir une rigueur scientifique fondatrice. C'est la raison pour laquelle l'homéopathie, par exemple, n'est ni une science, ni une médecine, ni même une médecine alternative, terme qui ne veut en fait rien dire. Bien évidemment, il est absolument possible de croire en l'homéopathie, d'avoir comme opinion que ça marche. Par exemple, moi je viens d'acheter en ligne un dépoustiffleur à biglotron et je suis convaincu que ça va rééquilibrer ma vibration énergétique. Oh, je me sens déjà mieux. L'important, c'est de savoir que tout ça n'est pas de la science. C'est une croyance, une opinion. Passons en effet maintenant, en contrepoint à ce que nous venons de dire sur la science, à la notion de mystique.
Le mot mystique vient étymologiquement de la notion de mystère. Cela signifie que la personne qui se revendique du mysticisme ou qui suit des voies mystiques suppose qu'il y a dans la vie une forme de secret, de mystère caché. Évidemment, le terme de mystique a une connotation religieuse ou du moins spirituelle. Le mysticisme fait signe vers le mystère de Dieu ou d'une façon plus générale, vers le mystère de la vie dans son ensemble. La seconde chose importante à dire sur la notion de mystique, c'est de souligner son rapport à l'expérience. Et le mot expérience ne doit pas être entendu ici au sens scientifique que nous avons évoqué en première partie, c'est-à-dire celui d'une expérimentation dans un protocole rationnel. Bien au contraire, l'expérience dont nous parlons ici avec la mystique est l'expérience individuelle et subjective que nous avons de la vie à partir de nos sensations, de nos sentiments et de nos émotions. La démarche mystique ne vise donc pas à expliquer scientifiquement le mystère de la vie par des mots ou des chiffres, elle vise à faire l'expérience personnelle du divin ou du sens profond de notre existence. C'est la raison pour laquelle les véritables mystiques ont souvent une position marginale dans leur religion, voire sont exclus ou persécutés, notamment parce qu'ils se méfient des discours qui expliquent Dieu, c'est-à-dire de la théologie. Théo, logos, le discours qui explique Dieu. Et donc, en général, ils se méfient des institutions religieuses qui elles-mêmes se méfient des mystiques. Pensons ici à Maître Eckhart, un mystique chrétien allemand du XIVe siècle, qui écrit par exemple les choses suivantes dans ses traités et sermons. « Celui dont l'attitude est droite en vérité a Dieu en lui. Mais qui possède Dieu en vérité, le possède en tout lieu et dans la rue et avec tout le monde, aussi bien qu'à l'église ou dans la solitude ou dans une cellule. » Même si la mystique rhénane de laquelle procède Maître Eckhart est un néoplatonisme, c'est-à-dire qu'elle est rigoureuse, rationnelle et non pas exaltée, nous voyons bien dans ces quelques lignes qu'il s'agit de posséder Dieu en soi et dans tout lieu, c'est-à-dire de vivre dans son âme et dans son corps la présence même du mystère divin. De la même façon, les fakirs, les derviches tourneurs, qui appartiennent eux à la mystique de l'islam, font également l'éloge de l'expérience vécue. Par une ascèse spirituelle et physique, qui peut passer notamment par la gymnastique, la musique, la prière exaltée ou la danse, les mystiques visent à expérimenter dans leur corps la présence du divin, ou du moins de la vérité et du sens des choses, de la vie et du monde. Et dans le cadre de la conclusion à laquelle je voudrais vous amener, il est important de souligner ici que le but de cette expérience n'est pas de démystifier le mystère. Il s'agit bien de faire l'expérience de la présence du divin ou d'une certaine forme de vérité. Un peu comme lorsque nous contemplons un paysage et que nous expérimentons en silence sa beauté et sa vérité, pour ainsi dire poétique, qui n'a pas forcément besoin d'une formulation verbale. Disons même que si quelqu'un arrive à ce moment-là et nous dit « Ah bah c'est beau, hein !» cela nous gâche un peu le plaisir et a tendance à briser justement l'expérience que nous vivions en silence et intérieurement, ou éventuellement en musique, par une parole qui prétend expliquer ou commenter ce qui est en train de se dérouler. Nous voyons donc ici à quel point la mystique et la science sont deux notions tout à fait distinctes. La science a une méthodologie rationnelle qui a une dimension collective et qui se méfie éminemment de ses sensations et de ses a priori. Au contraire, la mystique est une expérience vécue individuellement, qui n'est pas rationnelle, qui au contraire est quelque chose de très émotionnel et qui ne s'inscrit pas dans une méthode scientifique et qui même parfois fait abstraction complète de toute forme de langage ou de description. Pour autant, il n'est pas forcément pertinent de les opposer. Il ne s'agit pas d'un match de boxe entre la science et la mystique. Il est tout à fait possible de pratiquer l'une et l'autre, au même titre par exemple qu'il est tout à fait possible d'être un mathématicien rigoureux qui aime par ailleurs lire de la poésie et s'en émouvoir. Nous pouvons même envisager parfois que la mystique et la science puissent se répondre. En effet, il existe de nombreux exemples de découvertes scientifiques qui ont pour point de départ, et uniquement comme point de départ, une intuition fondée exclusivement sur un sentiment personnel, voire sur une forme d'illumination. Mais attention, cela ne veut bien sûr pas dire qu'une intuition peut être confondue avec de la science. Une intuition devient scientifique exclusivement si elle a bel et bien été démontrée de manière scientifique. Cette distinction nous amène à l'objet même de cette vidéo, à savoir le rapport que nous pouvons avoir avec une dimension irrationnelle et mystérieuse de la vie.
Je tiens ici à préciser, pour éviter tout malentendu, qu'à titre personnel, je suis convaincu qu'il y a une dimension mystérieuse dans notre existence. Autrement dit, je ne suis pas du tout un rationaliste borné, mais je crois en revanche qu'il y a une différence fondamentale entre la mystique et la science, et qu'il y a intérêt à faire la différence entre les deux si l'on veut respecter la science et la mystique. Pour expliquer cela, je souhaite partir d'une phrase du philosophe allemand Walter Friedrich Otto dans son petit livre remarquable intitulé Théophania, l'esprit de la religion grecque ancienne. Pour parler du monde grec et expliquer le fond du rapport au divin dans la religion grecque, qui est extrêmement mystique, Otto commence par la distinguer de l'idée de magie. Il écrit la chose suivante: cette théorie de la magie est un pur rejeton de l'époque technique. Que veut-il dire ici, et d'abord de quoi parle-t-on quand on parle de magie? La notion de magie suppose de se livrer à telle ou telle pratique rituelle dans le but d'obtenir un effet déterminé. Je plante régulièrement un couteau dans une poupée représentant un pingouin, dans le but de nuire au complot des pingouins télépathes. Je pose sur ma tête une brique magique pour ne plus avoir mal à mon genou gauche. Et surtout, je fais tourner mon dépoustiffleur à biglotron dans le but de courir plus vite mon prochain marathon. Eh ouais! Et c'est là que Walter Friedrich Otto est pertinent quand il dit que cette vision magique est en fait un rejeton de l'époque technique. Bien sûr, nous avons tous envie de dire que ces rituels magiques n'ont absolument rien de moderne, au sens où ils n'ont rien de rationnel et de scientifique. Et nous avons bien raison. Mais pour autant, cette façon de voir les choses est bel et bien ancrée dans un rapport technique aux choses et au monde. Je convoque des moyens spécifiques pour obtenir un résultat spécifique. Ainsi, un tel rapport aux choses, alors même qu'il se prétend en général alternatif, disruptif, voire insoumis à la norme ou insoumis au système, est en vérité fondamentalement ancré dans notre époque d'une manière même caricaturale. Ce rapport magique aux choses est, comme le dit Otto, un pur rejeton de notre époque technique. Et c'est ici le cœur de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, à savoir que la science et la mystique sont deux domaines distincts et différents, mais qui ne sont pas pour autant contradictoires et qui méritent l'un et l'autre toute notre attention. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas défendable. C'est le fait de mélanger et de confondre la science et la mystique dans une sorte de ratatouille magique de bas étage qui prétend à la fois expliquer de façon mécanique le mystère du monde et qui prétend par ailleurs faire de la pseudo-science sur des bases totalement irrationnelles. La mode actuelle du jeûne, par exemple, est typique de ce genre de pratique. Il faudrait, disent certains, cesser de s'alimenter pendant plusieurs jours afin de détoxifier l'organisme. Outre le fait qu'aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré les effets bénéfiques du jeûne, outre le fait que la plupart des médecins ont plutôt tendance à souligner ses dangers, cette idée de détoxification de l'organisme est une formulation qui se donne des airs scientifiques et médicaux, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Autrement dit, et en conclusion, j'aimerais, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, faire l'éloge de la difficulté. Contrairement à ce que l'on peut penser, et comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'opposition radicale entre la science et la mystique, entre la rationalité et l'intuition. Et c'est un piège de tomber dans cette opposition binaire qui nous demanderait de choisir entre une vision purement et uniquement rationaliste du monde ou au contraire une vision totalement et absolument irrationnelle. En revanche, la vraie opposition, le véritable choix qu'il nous faut faire, c'est celui de la difficulté ou de la facilité, celui de l'exigence ou celui de la négligence intellectuelle absolue. Dans le domaine rationnel de la science, il nous appartient d'apprendre avec difficulté la méthode scientifique et de nous y tenir, c'est-à-dire notamment de ne pas prendre nos opinions, nos intuitions, quelques exemples ou nos désirs personnels pour des vérités démontrées et universelles. De la même manière, dans le domaine de la mystique, il nous appartient de nous ouvrir intellectuellement, sensiblement et émotionnellement à ce que j'appellerais la poésie du monde et la part mystérieuse et insaisissable de notre vie en tant que mystère insaisissable. Cette ouverture au monde et à notre propre sensibilité est également extrêmement difficile et exigeante, même si bien sûr sur un tout autre registre. Cela suppose effectivement de s'exposer, de se mettre en danger, de s'ouvrir émotionnellement et donc éventuellement, potentiellement, de souffrir.
Ajoutons que cet éloge de la difficulté dans la science et dans la mystique n'a rien à voir avec une sorte de juste milieu flou entre les deux, mais au contraire, c'est un approfondissement exigeant de l'un et de l'autre, considérés chacun dans ce qu'ils ont de spécifique. C'est au prix de cette exigence que la mystique et la science seront l'une et l'autre à leur sommet, et que notre humanité livrera ce qu'elle a de meilleur, et non pas ce qu'elle a de pire. Tenez-vous-en donc au difficile, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, au revoir. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien.